Le jour de Noël, pendant que je cuisinais, j'ai demandé à mes parents, est-ce que quelqu'un a appelé pour confirmer le poste à 110 000 € par an? Ils ont dit que oui. Ils ont répondu. Et l'ont refusé. Je me suis figé. Vous en êtes sûr, ai-je demandé. Ma mère a ri, complètement satisfaite. Absolument. Ce que j'ai dit ensuite a effacé le sourire de leur visage pâle. Tremblant. J'ai passé le jour de Noël à cuisiner pour toute ma famille. Pendant qu'ils riaient et célébraient dans le salon, j'étais seul dans la cuisine à préparer un festin pour des gens qui ne me voyaient que comme la servante de la famille. Puis j'ai posé une simple question qui allait tout changer. Est-ce que quelqu'un a appelé pour confirmer mon poste à 110 000 € par an? Le silence s'est fait dans la pièce. Ma mère m'a regardé avec ce sourire condescendant et familier. Oh oui, ma chérie. Ils ont appelé la semaine dernière. Je m'en suis occupé pour toi. Je leur ai dit que tu n'étais pas intéressé. Je me suis figé. Tu l'as refusé. Bien sûr, a-t-elle dit en riant. Je t'en prie. Ces recruteurs ne sont que des arnaqueurs, ma chérie. Je te protégeais. Ma sœur a eu un sourire narquois. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. Ils pensaient tous que j'étais trop naïve, trop incompétente pour prendre mes propres décisions. Ils contrôlaient ma vie depuis 35 ans, et ce n'était qu'un exemple de plus. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas, je voulais qu'ils rejettent ce poste. J'avais tendu un piège, et ma mère était tombée droit dedans, exactement comme je l'avais prévu. Car pendant qu'ils étaient occupés à saboter le poste à 110 000 €, j'étais déjà en train d'accepter un poste de cadre dirigeant à 165 000 € par an dans une entreprise du CAC 40, un poste dont ils ne savaient rien, un poste auquel ils ne pouvaient pas toucher. Ce qui s'est passé ensuite ne concernait pas seulement la reprise de ma carrière. Il s'agissait d'exposer des décennies de manipulation, de découvrir de sombres secrets de famille et de voir le contrôle parfait que ma mère avait construit s'effondrer morceau par morceau. Elle pensait qu'elle me sauvait. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de déclencher une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner. Voici l'histoire de comment j'ai cessé d'être le paillasson de la famille et suis devenue celle qui détenait toutes les cartes. Et croyez-moi, ce que ma mère a fait ensuite était encore pire que ce que vous pouvez imaginer. Je m'appelle Chloé Dubois. J'ai 35 ans. Et depuis 8 ans, je gravis les échelons dans le marketing, actuellement directrice marketing senior avec un salaire respectable dans une entreprise de taille moyenne. Mais ma famille n'a jamais cru en rien de tout cela. La dinde sortait parfaitement dorée, exactement 17 minutes par livre, comme le spécifiait la recette. Je l'ai arrosée une dernière fois, sentant la chaleur du four contre mon visage, tandis que les rires résonnaient depuis le salon. Noël chez mes parents suivait toujours le même scénario. Ma sœur, Sophie, arrivait avec un retard élégant, apportant un vin coûteux, impeccable dans sa robe de créateur. Ma mère accueillait la famille élargie à la porte, jouant l'hôtesse gracieuse. Mon père tenait salon dans son fauteuil en cuir, partageant des histoires de ses années en tant que cadre intermédiaire comme s'il s'agissait de récits de guerre d'entreprise. Et moi? Je serais dans la cuisine à faire ce que j'avais toujours fait, cuisiner, servir, m'assurer que tout le monde avait ce dont il avait besoin. Chloé, ma chérie, peux-tu apporter plus de ces gougères au fromage? La voix de ma mère venait de la salle à manger, douce mais avec cette note sous-jacente d'attente. Pas une demande, un ordre déguisé. J'ai disposé les amuse-gueules sur la belle porcelaine de ma grand-mère et les ai apportées. Le salon était plein, mes parents, Sophie, l'oncle Thomas et la tante Jeanne, quelques amis de la famille. Tout le monde était sur son 31 de Noël, un verre à la main, la cheminée crépitant avec cette bûche artificielle dont mon père insistait qu'elle ressemblait à s'y méprendre à une vraie. J'ai posé le plateau sur la table basse, et ma mère en a immédiatement pris un, l'examinant comme un bijoutier inspectant un diamant pour y trouver des défauts. Un peu trop bruni en dessous, ma chérie, mais ça ira. Elle a souri à la tante Jeanne. Chloé fait de son mieux. Elle a toujours été ma petite aide. J'avais 35 ans. Petite aide. Sophie, perchée sur la coudoir du canapé dans son pull en cachemire crème, a croisé mon regard et a eu un sourire narquois. Ça doit être agréable d'avoir autant de temps libre pour cuisiner. Certains d'entre nous ont à peine le temps de respirer entre les réunions et les appels clients. Elle a pris une gorgée de son vin, laissant ce commentaire en suspens dans l'air. Personne ne m'a posé de questions sur mes réunions. Personne ne le faisait jamais.
Je suis retourné dans la cuisine et j'ai vérifié la dinde une dernière fois. Encore 20 minutes. J'avais tout chronométré parfaitement. La purée de pommes de terre restait au chaud. Le gratin de haricots verts était prêt. La sauce aux érelles était prise. J'étais debout depuis 6 heures du matin à préparer ce repas pendant que tout le monde faisait la grasse matinée. Mais alors que je me tenais là, dans la cuisine de ma mère, entouré par le chaos de la cuisine, je me sentais étrangement calme. Car contrairement à tous les autres Noëls avant celui-ci, je savais exactement ce qui allait se passer. Le dîner a été servi à 3 heures précises. J'ai découpé la dinde pendant que tout le monde trouvait sa place autour de la grande table à manger. Ma mère, bien sûr, a fait tout un spectacle en inspectant mon travail. La poitrine a l'air un peu sèche, Chloé. As-tu suivi la recette que je t'ai donnée? Je fais cette dinde depuis 30 ans. Je l'ai suivie à la lettre, maman. Eh bien, la prochaine fois, utilise peut-être un peu plus de beurre. Elle m'a tapoté la main comme si j'étais une enfant qui avait fait de son mieux mais avait échoué. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation, se servant déjà dans son assiette. Sophie envoyait des textos sous la table, prêtant à peine attention. Je les ai laissés s'installer pour le repas, j'ai laissé la conversation dériver vers des sujets sans danger, la partie de golf de l'oncle Thomas, les plans de la tante Jeanne pour redécorer sa salle de bain, les opinions de mon père sur le marché boursier. J'ai attendu que tout le monde soit à l'aise, la garde baissée, avant de poser la question qui me brûlait les lèvres depuis une semaine. Au fait, est-ce que quelqu'un a reçu un appel pour confirmer mon nouveau poste? Le poste en marketing à 110 000 € par an. Le silence s'est fait dans la pièce. Les fourchettes se sont arrêtées en plein vol. Sophie a levé les yeux de son téléphone. L'oncle Thomas a jeté un regard à la tante Jeanne avec les sourcils haussés. Ma mère a posé lentement son verre de vin, un sourire se dessinant sur son visage. Ce n'était ni de l'embarras, ni du regret, mais de la fierté. Oh oui, ma chérie. Ils ont appelé jeudi dernier. Je m'en suis occupé pour toi. Mon cœur battait régulièrement. Trop régulièrement. Tu t'en es occupé? Je leur ai dit que tu n'étais pas intéressé. Je t'en prie. Elle a dit cela comme si elle venait de me sauver d'une terrible erreur, comme si elle m'avait protégé d'une arnaque prédatrice. Ces recruteurs peuvent être si insistants, et je sais que tu te laisses submerger par ce genre de choses. C'était clairement trop beau pour être vrai. Un salaire de 110 000 € pour toi. Elle a ri, et Sophie s'est jointe à elle, un peu trop avec enthousiasme. Mon père a hoché la tête, coupant dans sa dinde. Ta mère sait ce qui est le mieux, Chloé. Elle a veillé sur toi toute ta vie. J'ai pris une longue gorgée d'eau. Qu'ont-ils dit exactement quand ils ont appelé? Oh, les balivernes habituelles des recruteurs. Ils ont parlé du poste, du salaire, des avantages sociaux. Ils voulaient savoir si tu étais toujours intéressé par le rôle. Je leur ai dit très clairement que non, que tu étais heureuse là où tu es, et que nous n'apprécions pas ces appels de harcèlement. Ma mère m'a souri chaleureusement. J'ai été assez ferme avec eux. Ils ne te dérangeront plus. Elle avait répété cela. Je pouvais l'entendre dans la façon dont les mots sortaient, trop fluides, trop confiants. Elle avait préparé exactement quoi dire, comment le dire. Elle avait probablement répété la conversation dans sa tête avant même qu'il n'appelle. Ce n'était pas une décision prise sur le vif. C'était prémédité. Je vois, ai-je dit doucement. Quel numéro ont-ils appelé? Le téléphone de la maison, bien sûr. Pourquoi? Simple curiosité. Et voilà, exactement comme je l'avais su. 2 semaines plus tôt, lorsque j'avais rempli la candidature pour ce poste en marketing dans une entreprise de taille moyenne en ville, j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'avais indiqué le numéro de téléphone de mes parents comme contact secondaire, juste à côté de mon téléphone portable personnel. Je m'étais dit que j'étais minutieuse, que je couvrais mes arrières. Mais ce n'était pas vrai. La vérité était plus sombre que ça. La vérité, c'est que j'avais suspecté, non, j'avais su, exactement ce qui se passerait. Parce que ce n'était pas la première fois. Il y a 5 ans, on m'avait proposé un entretien pour un poste à Marseille. Ma mère l'avait annulé, prétendant que je le lui avais demandé, prétendant que j'étais trop angoissé à l'idée de déménager. Je ne lui avais rien dit. 3 ans avant cela,
un contact de mon réseau avait appelé à la maison pour une opportunité de consultation. Ma mère avait dit que je n'étais pas intéressé par ce genre de travail instable. Je n'en avais entendu parler que des mois plus tard, lorsque le contact l'a mentionné lors d'une fête. Toute ma vie avait été une série de portes se fermant avant même que je sache qu'elles existaient. Alors, j'avais tendu un piège simple, et ma mère était tombée droit dedans, confiante et fière, croyant m'avoir sauvé une fois de plus de ma propre incompétence. Je l'ai regardée à travers la table, cette femme qui m'avait donné naissance, m'avait élevé, avait prétendu m'aimer plus que tout. Elle souriait, attendant ma gratitude. Mon père était déjà passé à autre chose, demandant à l'oncle Thomas des nouvelles de sa nouvelle voiture. Sophie était de retour sur son téléphone. Ils avaient déjà oublié, rejeté l'incident, passé outre le moment où ils avaient nonchalamment détruit ce qu'ils pensaient être mon avenir. Merci de me l'avoir dit, maman, ai-je dit calmement. La tension dans ses épaules s'est relâchée. Bien sûr, ma chérie. Je te protégerai toujours. Je lui ai rendu son sourire. Pas un sourire reconnaissant, pas un sourire de défaite, un sourire de certitude absolue. Parce que pendant qu'elle était occupée à saboter le poste à 110 000 €, l'appât que je lui avais tendu, elle n'avait aucune idée que j'avais déjà accepté un poste de cadre dirigeant à 165 000 € par an dans une entreprise du CAC 40 à Lyon. Un poste dont elle ne savait rien. Un poste auquel elle ne pouvait pas toucher. Et dans 8 semaines, je serais parti. Mais d'abord, je devais comprendre exactement jusqu'où allait ce schéma, quel contrôle elle pensait avoir, jusqu'où elle était prête à aller. Chloé a souri à sa mère. Ce n'était pas un sourire de reddition. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de confirmer exactement ce qu'elle avait besoin de savoir. 2 jours plus tard, je me tenais dans mon appartement en centre-ville, regardant les lumières de la ville s'allumer alors que le soleil d'hiver se couchait derrière l'horizon. Des fenêtres allant du sol au plafond, du parquet, une cuisine que j'avais rénovée moi-même l'année dernière avec la prime obtenue pour avoir décroché le plus gros client de notre cabinet. C'était ma vraie vie, celle sur laquelle ma famille n'avait jamais pris la peine de poser des questions. J'ai préparé du café dans ma cafetière à piston et je me suis installé sur mon canapé en cuir, l'ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. Ma boîte de réception était pleine de l'habituel retard post-vacances. 3 courriels de collègues demandant mon avis sur les campagnes de janvier. Un message de mon patron me remerciant pour le document de stratégie que j'avais envoyé avant la pause. Un autre de notre directeur financier louant le retour sur investissement de mes projets du dernier trimestre. J'étais directrice marketing senior depuis 2 ans, gagnant 87 000 € par an, respectée par mon équipe, chargée des comptes les plus importants. Mais au dîner de Noël, ma mère m'avait appelé ça, petite aide, tandis que ma sœur faisait des blagues sur mon temps libre. J'ai ouvert un dossier sur mon bureau intitulé « Développement de carrière 2024 ». À l'intérieur se trouvaient 3 sous-dossiers, chacun contenant des documents de candidature, de la correspondance et des notes d'entretien. 3 entreprises, 3 opportunités, 3 résultats très différents. La stratégie avait commencé il y a 3 mois. Je parcourais les offres d'emploi un dimanche matin quand j'ai réalisé quelque chose. J'en avais assez de me demander si ma mère allait interférer. J'avais besoin de savoir avec certitude, alors j'ai conçu un test. L'entreprise a été une agence de marketing de taille moyenne en centre-ville offrant un poste de chef de marque à 110 000 € par an. Bonne entreprise, solide opportunité. Quand j'ai rempli leur formulaire de candidature, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai indiqué le numéro de téléphone de mes parents comme contact secondaire, juste là, dans le formulaire, à côté de mon téléphone portable personnel. Puis j'ai attendu. L'entreprise B était différente, une société du CAC 40 que je suivais depuis des années, connue pour son innovation et le développement de ses employés. Quand ils ont publié une offre pour un poste de directeur senior de la stratégie de marque, j'ai passé 2 semaines à perfectionner ma candidature. Mais cette fois, j'ai utilisé uniquement mon courriel personnel et mon téléphone portable. Pas de contact secondaire, aucun moyen pour ma mère d'intercepter. L'entreprise C était mon filet de sécurité, une agence établie offrant un poste de directeur de la création à 135 000 €. Encore une fois, uniquement mes coordonnées personnelles. Si ma mère sabotait l'entreprise A, cela prouverait le schéma que j'avais suspecté toute ma vie d'adulte. Pendant ce temps, mes vraies opportunités resteraient protégées. C'était un risque calculé. Et alors que j'étais assise en face d'elle au dîner de Noël,
la regardant expliquer fièrement comment elle avait géré cet appel du recruteur. J'avais obtenu ma réponse. Mon téléphone a vibré. Un texto de Sophie. Café demain? Juste nous deux. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de son appartement le lendemain matin. J'ai à peine reconnu ma sœur quand elle est entrée. Sophie avait toujours été soignée, impeccable, la personne qui réussissait dans la famille. Mais maintenant, elle avait l'air épuisée. Des cernes sous les yeux, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée au lieu de sa coiffure lisse habituelle. Elle a commandé un café noir et s'est assise en face de moi. Et pour la première fois depuis des années, elle m'a regardé comme si nous étions des égales, et non des concurrentes. « Tu es venue seule à Noël ?» ai-je dit doucement. Sophie a fixé son café. David et moi avons finalisé le divorce en août. Je savais qu'ils s'étaient séparés, mais pas que c'était définitif. Sophie, je suis désolé. Ne le sois pas. Sa voix était vide. Maman avait raison. Il n'allait jamais me faire passer en premier. Elle l'a vu avant moi. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Comment ça, elle l'a vu? Sophie a levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant, du doute. L'année dernière, maman a commencé à souligner des choses. Comment David travaillait tard tout le temps, comment il était toujours sur son téléphone. Elle disait des choses comme « Les hommes qui réussissent ont toujours des options, et tu dois te protéger avant qu'ils ne décident de te remplacer par mieux. » Elle a dégluti difficilement. Puis elle m'a montré des textos d'une femme de son entreprise. Ils semblaient intimes. L'étaient-ils? Je le pensais. Maman m'a aidé à les interpréter. Elle a dit qu'elle reconnaissait les signes de sa génération, que les hommes comme David ne restent jamais fidèles. Les mains de Sophie tremblaient autour de sa tasse de café. Alors j'ai demandé le divorce. Une frappe préventive. Mieux vaut partir la première que d'être quitté. Et les textos? De la correspondance professionnelle. Complètement innocente. Je l'ai découvert 6 mois trop tard, après que David soit déjà passé à autre chose. Il a une nouvelle petite amie maintenant, quelqu'un qui lui a fait confiance. Sa voix s'est brisée. Maman a détruit mon mariage, Chloé. Et je l'ai laissé faire. La prise de conscience m'a frappé comme de l'eau froide. Il ne s'agissait pas seulement de moi. C'était un schéma qui avait façonné nos deux vies. Le poste à Marseille pour lequel je n'avais jamais passé d'entretien. Les candidatures pour les études supérieures que ma mère avait découragées il y a 8 ans. Chaque réussite que j'avais minimisée. Chaque opportunité que j'avais regardée s'échapper. Et maintenant, le mariage de Sophie, démantelé par des graines de doute soigneusement plantées. Elle a posé des questions sur toi, a dit Sophie soudainement. Depuis Noël. Elle demande si tu avais l'air contrarié, si tu m'avais appelé, si je pensais que tu préparais quelque chose. Elle sait que quelque chose est différent. J'ai conduit jusqu'à chez moi en pensant à l'avertissement de Sophie, au schéma, au contrôle et au prix que nous avions toutes les deux payé pour avoir cru que notre mère savait mieux que nous. Quand je suis rentré dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé ce que j'attendais, un courriel de l'entreprise B, la société du CAC 40. L'objet disait « Offre officielle, directrice senior de la stratégie de marque ». Je l'ai lu 3 fois. Salaire de base de 165 000 €. Un ensemble d'actions, des avantages sociaux complets, une aide à la réinstallation à Lyon. Date de début dans 10 semaines. En bas, une note de la directrice des ressources humaines, nous avons tenté de vous joindre au numéro secondaire indiqué mais nous n'avons pas réussi à vous joindre. Nous sommes ravis de vous faire cette offre et espérons que vous rejoindrez notre équipe. Ils avaient appelé à la maison. Ma mère n'avait pas reconnu le nom de l'entreprise, n'avait pas répondu. Elle avait été trop occupée à saboter le poste qu'elle connaissait pour remarquer celui qui comptait vraiment. J'ai appelé l'entreprise le lendemain. J'ai expliqué qu'il y avait eu un malentendu avec un membre de ma famille, que j'appréciais leur intérêt. Ils m'ont offert 125 000 €, voulant clairement me garder dans la course. J'ai décliné professionnellement, les ai remerciés pour leur temps et leur ai souhaité bonne chance dans leur recherche. Pas de pont coupé, pas de drame. Puis j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper les dates, les relevés téléphoniques, les mots exacts de ma mère au dîner de Noël, le poste à Marseille d'il y a 5 ans,
les études supérieures. Chaque fois qu'elle avait pris une décision concernant ma vie sans me demander. Je ne documentais pas cela pour me venger. Je le documentais pour la clarté, pour le moment où je devrais enfin la regarder dans les yeux et lui expliquer pourquoi je partais. Sa mère pensait avoir fermé une porte. Mais Martine Dubois venait de tomber dans un piège qui se préparait depuis 3 mois. Le texto de Sophie est arrivé à 23h30 un mardi soir, 2 semaines après Noël. Besoin de te voir demain. C'est urgent. Nous nous sommes retrouvés au même café, mais cette fois Sophie était différente, agitée, regardant par-dessus son épaule comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un l'observe. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi et s'est penchée immédiatement. Maman est au courant pour le poste dans l'entreprise du CAC 40. Elle est au courant pour Lyon. Elle sait tout. Ma tasse de café s'est figée à mi-chemin de mes lèvres. Comment? Je n'ai jamais rien dit à personne. Ton ordinateur portable. La voix de Sophie est tombée à un murmure. Tu te souviens il y a environ 4 mois, quand tu as renversé du café dessus? Le souvenir a refait surface slowly. Fin de l'été, je travaillais de la maison, j'avais renversé ma tasse et l'ordinateur portable était mort instantanément. J'avais appelé ma mère, frustrée, et elle m'avait proposé de me prêter son ancien MacBook. Tu ne peux pas rester sans ordinateur, ma chérie. Utilise juste le mien jusqu'à ce que tu en aies un nouveau. Il est dans le placard depuis 1 an de toute façon. Je l'ai utilisé pendant presque 3 mois, ai-je dit lentement. J'ai postulé aux 3 emplois sur cet ordinateur portable. Entreprise A, B et C. Tous mes courriels, toute ma correspondance. J'ai vu un logiciel de surveillance sur l'iPad de maman hier, a dit Sophie. Elle lisait quelque chose, et j'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. C'était ton courriel. La lettre d'offre de Lyon. Elle a tout surveillé. La violation m'a frappé par vagues. Ma mère avait accès à mes mots de passe, à ma correspondance privée, à mes candidatures, à mes conversations avec les recruteurs. Chaque courriel que j'avais cru confidentiel, elle l'avait lu. Mais sous la colère, il y avait autre chose, la confirmation. J'avais suspecté quelque chose quand elle avait semblé trop confiante à Noël, trop sûre d'elle. Maintenant, je savais pourquoi. Elle sait que j'ai accepté le poste à Lyon, ai-je dit. Elle sait tout, Chloé, et elle prépare quelque chose. Je l'ai entendue au téléphone hier soir, faisant des recherches sur l'entreprise. Elle ne te laissera pas partir sans se battre. 3 jours plus tard, j'étais à mon bureau actuel quand mon téléphone portable personnel a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mademoiselle Dubois? C'est Jeanne Lambert du service des ressources humaines d'Alcyon Mondiale. Alcyon Mondiale. L'entreprise du CAC 40. L'entreprise B, oui, bonjour. J'ai pénétré dans une salle de conférence vide, fermant la porte. Je vous appelle parce que nous avons reçu des informations que nous devons vérifier avec vous. Son ton était professionnel mais prudent, comme si elle choisissait chaque mot délibérément. Une femme a contacté le bureau de notre PDG hier. Elle s'est identifiée comme quelqu'un ayant une formation clinique et une connaissance de vous et de votre histoire. Elle a soulevé des inquiétudes concernant votre aptitude psychologique pour des rôles de direction à haut niveau de stress. La pièce semblait basculer. Je suis désolé, quoi? Elle n'a pas prétendu être spécifiquement votre thérapeute, mais elle a sous-entendu une expertise professionnelle et une familiarité avec votre cas. Elle a suggéré que prendre un poste de directrice senior pourrait être préjudiciable à la stabilité de votre santé mentale. Jeanne a fait une pause. Étant donné les préoccupations de responsabilité, nous devons vérifier ces informations. Nous aurons besoin d'un certificat de santé récent de votre médecin, de références professionnelles pouvant attester de votre stabilité en milieu de travail, et de votre explication de ces préoccupations. Ma mère les avait appelées. Elle avait fait des recherches sur l'entreprise, trouvé le nom du PDG, probablement sur LinkedIn, et appelé son bureau directement. Elle avait été prudente avec son langage, ne mentant jamais explicitement sur le fait d'être une thérapeute agréée, mais en sous-entendant juste assez pour créer le doute. C'était brillant dans sa cruauté. Je comprends, ai-je dit, gardant ma voix stable même si mes mains tremblaient. Je peux fournir toute cette documentation. Serait-il possible de se rencontrer en personne? Je préférerais aborder cela directement. Ce serait en fait idéal.
Pouvez-vous venir à Lyon la semaine prochaine? J'ai réservé le vol cet après-midi-là, appelé mon médecin traitant et expliqué la situation aussi professionnellement que possible. Le docteur Martin, qui me connaissait depuis 6 ans, a été consterné et a préparé une lettre de certificat de santé complète en 48 heures. J'ai compilé 10 ans d'historique d'emploi, des évaluations de performance qui louaient mon leadership et mon sang-froid sous la pression, des lettres de recommandation de 5 superviseurs précédents, la preuve de chaque promotion, de chaque campagne réussie, de chaque client qui m'avait spécifiquement demandé. La réunion a eu lieu un jeudi matin. Le PDG, Michel Durand, et Jeanne Lambert étaient assis en face de moi dans une salle de conférence aux parois de verre surplombant la Saône et la colline de Fourvière. Je n'ai pas cherché d'excuses. Je n'ai pas joué la victime. Quelqu'un qui désapprouve fortement mes choix de carrière a tenté de saboter cette opportunité, ai-je dit, étalant ma documentation sur la table. J'assume l'entière responsabilité de ne pas avoir mieux protégé mes informations professionnelles. La personne qui vous a contacté a probablement déformé ses qualifications et sa relation avec moi. C'est à la fois contraire à l'éthique et potentiellement illégal, mais ma priorité en ce moment est de vous démontrer mes qualifications, pas de poursuivre des actions contre elles. J'ai observé le visage de Michel pendant qu'il examinait mes documents. Il était impressionné. Je pouvais le voir dans la façon dont il s'attardait sur les évaluations de performance, la façon dont il hochait la tête aux lettres de recommandation. Madame Dubois, a-t-il dit finalement, nous voulons toujours de vous dans notre équipe. Mais notre service juridique enverra une lettre de mise en demeure à la source de cette interférence. Nous avons le numéro de téléphone de l'identification de l'appelant. Ce genre de comportement est inacceptable. Je suis rentré par avion le vendredi soir, épuisé mais stable. Quand je suis arrivé devant mon immeuble à 21 h, je l'ai vu immédiatement. Ma mère, debout sous le lampadaire près de l'entrée, portant son manteau d'hiver et serrant son sac à main comme un bouclier. Elle s'est avancée alors que je sortais de la voiture. Nous devons parler. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu clairement. Pas comme la figure d'autorité qui savait mieux que tout. Pas comme la mère qui m'aimait trop, mais comme une femme si terrifiée d'être seule qu'elle détruirait la vie de ses filles pour les garder près d'elle. Oui, ai-je dit doucement. Nous le devons. Mais pas ici. Pas maintenant. Je viendrai à la maison ce week-end. Je suis passé devant elle sans attendre de réponse. Elle a appelé mon nom une fois, mais je ne me suis pas retourné. Le pouvoir avait changé de camp, et nous le savions toutes les deux. Martine Dubois venait de jouer sa carte maîtresse. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Chloé avait déjà gagné la partie 3 jours plus tôt. Je suis arrivé à la maison de mon enfance le samedi après-midi, 3 semaines après ce dîner de Noël qui avait tout changé. La voiture de mon père était partie, un tournoi de golf, m'avait texté ma mère, comme s'il s'agissait d'une visite ordinaire. La boîte de documents semblait lourde dans mes bras alors que je remontais l'allée. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Son visage était calme, mais j'ai vu la lueur de reconnaissance quand elle a remarqué la boîte. La peur. Elle savait exactement ce que je portais. Chloé, nous pouvons en parler raisonnablement. Salle à manger, ai-je dit en passant devant elle. J'ai posé la boîte sur la table où nous avions partagé d'innombrables repas, où elle avait critiqué ma cuisine quelques semaines auparavant, où elle avait fièrement annoncé qu'elle avait saboté mon travail. Je l'ai ouverte lentement, délibérément, et j'ai commencé à placer des objets sur la surface en bois poli, un par un. D'abord, la lettre d'offre. Papier jauni, en-tête professionnelle impeccable. Airbus, division de Toulouse. Chère mademoiselle Martine Chevalier, nous avons le plaisir de vous offrir le poste d'ingénieur aérospatial senior. La main de ma mère est montée à sa gorge. Ensuite, des photographies. Une jeune femme en blouse de laboratoire d'ingénierie, des lunettes de sécurité relevées sur son front, tenant un trophée. Une autre de la même femme debout devant un énorme moteur d'avion, la fierté rayonnant de son sourire. Martine Chevalier a 25 ans, avant qu'elle ne devienne Martine Dubois, avant qu'elle ne disparaisse. Puis, les entrées de journal que j'avais trouvées dans le grenier l'année dernière, enfouies dans une boîte marquée « Anciens documents fiscaux ». Des pages remplies d'excitation sur les spécifications de projet, les calculs, les rêves de diriger une équipe de conception. L'écriture était celle de ma mère, mais la voix était celle de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Enfin, des impressions de LinkedIn.
des messages de ses anciens collègues, des hommes et des femmes maintenant dans la soixantaine qui se souvenaient de Martine Chevalier comme étant brillante, innovante, la meilleure ingénieure de leur division. Où as-tu eu ça? Sa voix s'est brisée. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais tout à fait le droit, ai-je maintenu mon ton calme, mesuré. Tu as pris des décisions sur ma vie pendant 35 ans sans me le demander. J'avais besoin de comprendre pourquoi. Elle s'est effondrée sur une chaise, fixant les preuves de son ancien moi éparpillées sur la table. Ça m'a pris 6 mois, ai-je continué. J'ai contacté la tante Jeanne. Tu sais, ta sœur à qui tu n'as pas parlé depuis 15 ans. Elle m'a tout raconté. Puis j'ai trouvé ces documents dans le grenier quand je t'ai aidé à réorganiser au printemps dernier. Les entrées de journal, les photographies. J'ai contacté tes anciens collègues sur LinkedIn. Ils se souvenaient tous de toi. Ils ont tous dit la même chose. Tu étais l'ingénieure la plus talentueuse avec qui ils aient jamais travaillé. C'était il y a longtemps, a murmuré ma mère. 1988, ai-je dit, m'asseyant en face d'elle. Tu avais 25 ans. Airbus venait de te promouvoir au poste d'ingénieur aérospatial senior. Tu travaillais sur des projets de pointe. Tu étais l'une des 3 femmes de tout ton département, et tu surpassais tout le monde. Elle a fermé les yeux. Puis tu as rencontré papa à une conférence. Il était charmant, avait du succès à sa manière. Il a promis qu'il soutiendrait ta carrière, que vous pourriez y arriver ensemble. J'ai fait une pause, observant son visage. Mais en 1990, il a reçu une offre d'emploi à 3 heures de Toulouse. Et il t'a posé un ultimatum, choisir le mariage ou Airbus. Choisir la famille ou ta carrière. Il a dit que si tu l'aimais vraiment, tu devais le choisir. Il a dit que le mariage ne pourrait pas survivre à distance, a-t-elle dit doucement, les yeux toujours fermés. Il a dit que je devais décider ce qui comptait le plus. Alors, tu as refusé Airbus, tu as déménagé dans une petite ville, tu as eu Sophie en 1992, moi en 1995. Tu as essayé de retourner à l'ingénierie, mais les entreprises ne voulaient pas embaucher une mère avec 2 jeunes enfants. Tu as fini par faire de la comptabilité à temps partiel. Je me suis penché en avant. Et puis en 1997, papa a eu une liaison. Il t'a dit qu'il se sentait piégé par la vie de famille, la même famille pour laquelle il t'avait fait tout sacrifier. Ses yeux se sont ouverts, remplis de larmes. Il est parti pendant 6 mois en 2003. Il est revenu finalement, mais ce n'a plus jamais été pareil. Tu n'as pas sacrifié ta carrière de ton plein gré, maman. Tu as été manipulé pour le faire. Et quand papa t'a trahi quand même, tu n'as pas pu te pardonner le choix que tu avais fait. Tu ne sais pas ce que c'était, a-t-elle dit, la voix brisée. J'étais la meilleure dans mon domaine. J'ai tout abandonné. Pourquoi? Pour un homme qui m'a trompé? Pour un mariage qui a à peine survécu? J'ai tout perdu, Chloé. Tout. Je sais, ai-je dit doucement. Et quand tu as vu Sophie se construire une carrière réussie, mariée à un homme ambitieux, tu t'es revu toi-même. Sa tête s'est relevée brusquement. De quoi parles-tu? Les textos que tu lui as montrés du collègue de David. Tu as présenté des conversations de travail innocentes comme la preuve d'une liaison. Tu lui as répété sans cesse que les hommes qui réussissent trompent toujours, qu'il la quitterait un jour, qu'elle devrait partir la première. J'ai vu la prise de conscience se dessiner sur son visage. Sophie a demandé le divorce sur la base de ton interprétation de ses messages. Elle a découvert plus tard qu'ils étaient complètement innocents, mais à ce moment-là, David était passé à autre chose. Je la protégeais. Non. Ma voix était ferme maintenant. Tu te protégeais toi-même. Tu as détruit le mariage de Sophie parce que tu ne supportais pas de la voir réussir là où tu avais échoué. Tu ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle puisse choisir sa carrière plutôt que sa famille et y arriver, parce que cela signifierait que tu avais fait le mauvais choix. J'essayais de la sauver de mes erreurs en m'assurant qu'elle les ferait de toute façon. J'ai secoué la tête. Tu ne nous sabotes pas parce que tu penses que nous allons échouer, maman. Tu nous sabotes parce que tu es terrifiée à l'idée que nous réussissions. Terrifiée que nous choisissions nos carrières et soyons heureuses. Terrifiée que nous te laissions derrière, seule avec tes regrets. Elle s'est alors effondrée, en sanglots profonds et déchirants. 35 ans de chagrin, de rage et de dégoût de soi qui se déversaient. Je l'ai laissé pleurer,
regardant la femme qui avait contrôlé chaque aspect de ma vie affronter enfin la vérité qu'elle fuyait depuis des décennies. Quand elle a finalement levé les yeux, son visage était strié de larmes et de mascara. « Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je commence mon nouveau travail à Lyon dans 8 semaines, ai-je dit. Directrice senior de la stratégie de marque. 165 000 € par an. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Lyon, a-t-elle répété, hébétée. Tu as le choix, maman. Laisse-moi partir et reste dans ma vie en tant que ma mère, quelqu'un que je peux visiter, appeler, inclure dans mon succès. Sois fier de moi au lieu d'avoir peur de moi. J'ai fait une pause. Ou continue d'essayer de me contrôler et perds-moi complètement, définitivement. Pas d'appel, pas de visite, aucune relation du tout. Ce n'est pas juste. C'est le seul choix que je te donne. Et contrairement à ce que tu m'as fait toute ma vie, je te laisse réellement décider. Elle est restée assise en silence, fixant la lettre d'offre d'Airbus, les photographies de la femme qu'elle était autrefois. Pour la première fois en 35 ans, Martine Dubois devait faire un choix sans contrôler l'avenir de quelqu'un d'autre, et elle ne savait absolument pas quoi faire. 3 mois plus tard, je me tenais dans mon bureau d'angle au 42e étage du siège d'Alcyon Mondial à Lyon, regardant le soleil se coucher sur la Saône. L'eau est devenue dorée, puis rose, puis violet profond. J'avais regardé cette vue tous les soirs depuis mon arrivée, et elle me coupait encore le souffle. Non pas à cause de la beauté, bien qu'elle soit indéniable, mais parce qu'elle était à moi. Je l'avais choisie. Personne ne me l'avait prise. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sophie. Terminé ma 3e séance de thérapie aujourd'hui. C'est brutal. Mais aussi nécessaire. Fier de toi, Serette. J'ai souri et répondu avec un emoji cœur, puis j'ai remarqué les 3 appels manqués de ma mère. Un hier, 2 ce matin. Je n'avais pas répondu, non par cruauté, mais parce que je décidais encore quel rôle elle aurait dans cette nouvelle vie que je construisais. Pendant ce temps, à 3 heures au sud, ma mère était assise à sa table de salle à manger dans la maison où j'avais grandi. Je le savais parce que Sophie me l'avait dit lors de nos appels hebdomadaires. Martine vérifie son téléphone constamment, avait dit Sophie, attendant des messages qui venaient rarement. Mon père était à la maison mais aurait aussi bien pu être invisible. Leur mariage avait toujours été creux, mais maintenant le vide était impossible à ignorer. Il lisait son journal. Elle fixait son téléphone. Ils existaient dans le même espace sans vraiment l'occuper ensemble. Sophie avait déménagé dans un nouvel appartement plus près du cabinet de son thérapeute. Elle rendait visite à nos parents peut-être 2 fois par mois maintenant, et les conversations étaient guindées, prudentes. Lors d'une récente réunion de famille, un voisin avait demandé à Martine « Comment vont les filles ?» Et ma mère n'avait pas de vraie réponse. Sophie était bien occupée. J'étais en train de m'installer dans quelque chose de nouveau. Des non-réponses vagues qui ne satisfaisaient personne. Les conséquences sociales étaient subtiles mais dévastatrices. Toute l'identité de Martine avait été construite sur le fait d'être la mère dévouée qui avait tout sacrifié pour ses filles. Maintenant, les gens remettaient discrètement en question ce récit. Un autre voisin avait vu mon profil LinkedIn et directrice senior de la stratégie de marque dans une entreprise du CAC 40 et en avait parlé à ma mère. Vous devez être si fière. Martine avait souri faiblement et changé de sujet. La vraie punition n'était pas l'humiliation publique. C'était la prise de conscience silencieuse et privée que sa plus grande peur s'était réalisée. Elle nous avait repoussés, toutes les deux. Et maintenant, elle était assise dans cette maison avec un homme qui ne l'avait jamais vraiment choisie, se demandant comment elle était devenue si seule. Ma vie à Lyon était tout ce pourquoi je m'étais battu. Le respect venait naturellement ici. En réunion, quand je présentais une stratégie, les gens écoutaient. Le PDG avait loué ma première campagne, l'avait publiquement qualifiée d'innovante, et exactement ce dont l'entreprise avait besoin. Les collègues sollicitaient mon avis. Mon équipe faisait confiance à mon leadership. J'avais passé 35 ans à essayer de prouver que j'étais digne de respect. Ici, il m'était simplement accordé. Je m'étais fait des amis, de vrais amis, pas les connaissances prudentes que j'entretenais chez moi, toujours inquiète qu'ils mentionnent quelque chose à ma mère. J'explorais la ville le week-end, les Halles Paul Bocuse, le parc de la Tête d'Or, les sentiers de randonnée dans les Alpes. Je ressentais une légèreté que je n'avais pas connue depuis mon enfance,
avant d'apprendre que mes réussites seraient ignorées et mes choix outrepassés. La semaine dernière, j'avais reçu une lettre officielle du service juridique d'Alcyon. Ils m'avaient transmis une copie de la mise en demeure qu'ils avaient envoyée à ma mère. Avertissement formel contre toute nouvelle ingérence dans les affaires d'emploi. Toute violation future pourra entraîner des poursuites judiciaires. Je ne leur avais pas demandé de l'envoyer, mais je ne le regrettais pas non plus. C'était une conséquence naturelle de ces actes, une limite imposée par des personnes qui n'avaient aucun investissement émotionnel à la protéger. La lettre est arrivée un mardi, 3 semaines après le début de mon nouveau travail. Enveloppe manuscrite, l'écriture soignée de ma mère. Je l'avais fixée pendant 10 minutes avant de l'ouvrir. Chère Chloé, commençait-elle, sans préambule fleuri. J'ai commencé à voir quelqu'un, un thérapeute. C'est plus difficile que je ne le pensais. Elle a écrit sur le fait de faire face à son passé, à Airbus et à la carrière qu'elle avait abandonnée, à la liaison de mon père et aux années qu'elle avait passées à regretter un choix qu'elle ne pouvait pas défaire. Puis, vers la fin, j'ai parlé de ma propre mère. Je ne te l'ai jamais dit, mais elle m'a fait quelque chose de similaire. Quand j'ai eu l'offre d'Airbus, elle m'a dit que j'étais égoïste, qu'une bonne femme choisit la famille plutôt que l'ambition. Je pensais que je vous protégeais, toi et Sophie, de faire mes erreurs. Mais mon thérapeute m'a demandé quelque chose hier, et si ce n'était pas des erreurs? Et si vous les protégiez de vos regrets? La phrase clé est venue à la toute fin. Je ne demande pas le pardon. Je ne suis même pas sûr de mériter la chance de m'expliquer. Mais je veux que tu saches que j'essaie de comprendre pourquoi je suis devenu cette personne. Pas de manipulation, pas de culpabilisation, juste une honnêteté brute et inconfortable. Je n'ai pas pleuré en la lisant. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais je ne l'ai pas jetée non plus. Je l'ai mise dans un tiroir et je me suis laissé le temps d'y réfléchir pendant 2 semaines. Quand je l'ai finalement appelée, j'ai été brève, 10 minutes. J'ai fixé des limites claires. Je ne suis pas prête pour des contacts fréquents. J'ai besoin d'espace pour construire ma vie sans attendre d'interférence. Elle a écouté sans interrompre. Rien que ça, c'était révolutionnaire. Peut-être que nous pourrons nous parler une fois par mois, ai-je proposé avec précaution. Des appels vidéo. Voir comment ça se passe. Sa voix s'est brisée. J'aimerais beaucoup. Merci, Chloé. Sophie était sur un chemin similaire, en thérapie 2 fois par semaine. Elle m'a dit qu'elle envisageait de contacter David, non pas pour se remettre avec lui, mais pour s'excuser de ne pas lui avoir fait confiance, pour tourner la page. Elle reconstruisait sa propre identité, séparée des peurs et des projections de notre mère. Nous étions toutes les deux en train de nous libérer. Toutes les deux en train de guérir. Toutes les deux refusant de laisser le traumatisme de notre mère devenir notre héritage. La semaine dernière, Alcyon a organisé une célébration pour le lancement réussi de ma première grande campagne. Alors que je me tenais à l'avant de la salle de conférence, acceptant les félicitations du PDG et de mon équipe, j'ai pensé à tout ce qui m'avait mené ici. Les gens me demandent toujours si je regrette la façon dont les choses se sont passées. La réponse est non. Je ne regrette pas les années où j'ai été sous-estimé. Elles m'ont appris à ne pas avoir besoin de validation externe. Je ne regrette pas le sabotage de ma mère. Il m'a forcé à devenir stratégique, indépendante, inébranlable. Je ne regrette même pas la douleur, car elle m'a appris la leçon la plus importante, la plus grande vengeance n'est pas de détruire la personne qui vous a blessé. C'est de refuser de se laisser définir par le mal qu'elle vous a fait. Ma mère a essayé de contrôler ma vie parce qu'elle avait perdu le contrôle de la sienne. J'ai brisé ce cycle non pas en la coupant de ma vie pour toujours, non pas en la faisant souffrir publiquement, mais en me choisissant d'abord, en fixant des limites, en m'éloignant de la toxicité, même quand elle porte le masque de l'amour. Si vous attendez la permission de vivre votre propre vie, la voici. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne, pas même de votre mère. Le travail n'a jamais été une question d'argent. C'était une question du droit de choisir ma propre valeur. Et je l'ai finalement fait. C'est mon histoire. Le travail que ma mère a essayé de détruire est devenu la porte d'entrée vers la vie que j'étais censé vivre. Mais la vraie victoire n'était pas le salaire ou le titre. C'était d'apprendre que se libérer du contrôle ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend entier. Parfois, les personnes qui nous aiment le plus peuvent nous blesser le plus profondément.
Non pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce qu'elles ont peur. Et parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de